Vous allez pénétrer dans le module de formation aux sciences pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Je vous propose de voyager dans les chapitres que nous avons fait le choix de vous présenter. Nous vous en souhaitons une bonne découverte. En 1939, juste avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, Maria Montessori présentait le plan cosmique, celui qui appelle tout individu vivant à prendre part à l'harmonie universelle pour promouvoir et préserver la vie selon une organisation d'interdépendance. Vous l'avez déjà étudié dans les grandes leçons, ce plan cosmique est vraiment le cœur de la pédagogie, de la philosophie de Maria Montessori. Après cette déclaration de la guerre, Maria et Mario se sont retrouvés, on va dire, un petit peu coincés, pour ne pas dire emprisonnés dans un premier temps pour ce qui concerne Mario, mais ils se sont retrouvés à cause de la déclaration de la guerre par les Indiens aux Anglais. Ils se sont retrouvés dans une résidence où ils ne pouvaient plus trop voyager. Et par conséquent, cela les a motivés à continuer à travailler ensemble sur leur éducation à la paix. Et dans cet endroit en Inde où ils étaient en résidence, plus ou moins surveillés on va dire, Mario a créé un terrarium dans le jardin de cette résidence où il y avait une présence d'enfants plutôt âgés de plus de 6 ans. Et ils ont pu effectivement explorer, mettre à profit l'interrelation entre les animaux et les plantes qu'ils proposent dans leur pédagogie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le matériel dit des grandes affiches que nous vous présentons dans ce cursus. Alors il y a des grandes affiches en botanique, en zoologie et en géographie. Ces années en Inde menèrent Maria aussi à la rédaction de 2 autres nouveaux livres, Education for a New World et To Educate the Human Potential. Nous vous avons enregistré les chapitres de ces livres car ils sont pour nous aussi très importants à connaître, à relire et relire encore. Et ils sont présentés dans ce module de formation. Alors comme nous venons de le dire, les thèmes sont tous reliés les uns aux autres, car on est dans une dynamique cosmique, mais aussi holistique, que Maria et son fils voulaient faire vivre et proposer aux enfants et aux éducateurs. Alors on a classé quand même par thème les sciences, donc ce sont aussi parfois on les appelle des matières académiques. On a fait plusieurs chapitres et on les a classés par ordre alphabétique parce qu'il fallait bien organiser tout ce contenu. L'anatomie, elle est effectivement indispensable à la connaissance de l'être humain et de soi-même. Nous vous encourageons à permettre à l'enfant de comprendre justement son corps et son fonctionnement. Alors, ne négligez pas l'autre aspect dans cette connaissance de soi-même qui est l'aspect psychologique. Et puis faites aussi encore une fois attention à la sensibilité des enfants. Certains peuvent être gênés par cette approche du corps, de la maladie, du sang. Il faut bien savoir si l'enfant est prêt à recevoir ou à étudier ce domaine. En deuxième chapitre, la botanique. Alors, il y a beaucoup de choses et vous voyez que on l'a découpé en 2 parties. On va vous dire aussi, vous proposer d'être le plus possible sur le terrain. Si votre école est en ville, eh bien c'est pas dramatique. Vous pouvez encore organiser des sorties pédagogiques de façon régulière. Vous pouvez aussi faire intervenir des spécialistes pour animer des thèmes. Ce sera le cas sur d'autres sujets que la botanique. Et vous pouvez aussi, dans une classe, bien sûr, faire rentrer des plantes. Et on les observe, on fait les expériences.
La chimie, elle plaira aussi à un certain nombre d'enfants parce qu'en général, ils aiment manipuler, faire des mélanges. C'est assez concret et étonnant. Alors attention, pour ne pas dire détonnant, si on ne fait pas attention à ce que l'on fait. Encore une fois, prenez beaucoup de précautions sur les produits, sur les procédures, les protocoles que vous mettez en place avec les enfants. La physique, c'est également quelque chose qui est très intéressant, avec des chapitres que vous allez décider de mettre en place. Donc là, on va vous parler des forces et des 7 machines, mais on pourrait aussi parler de la mécanique, de l'aérodynamisme. La zoologie, alors ça fait en général l'unanimité auprès des enfants, parce que comme vous le savez, ils aiment beaucoup en général les animaux, petits ou grands. Et puis, vous pourrez aussi, pourquoi pas, en faire rentrer dans la classe. Donc, si un petit chien veut venir vous visiter la classe pour une observation vivante, voire très vivante, en live, moi je l'ai déjà vu, ça donne tout de suite de la joie, ça amène de la joie dans l'école. Bon, il faut que tout ça soit bien préparé, encadré. Et puis sinon, moi j'ai eu la chance de travailler dans une école aux États-Unis où il y avait un grand couloir et il était rempli de vivariums avec des espèces de toute la classification des mammifères, des reptiles, des invertébrés. Alors attention, encore une fois, avec des bémols, est-ce que c'est autorisé ou pas dans votre secteur géographique? Que faire lorsque les animaux sont... lorsque les enfants partent en vacances, que faire avec les animaux? Enfin, ça pose beaucoup de questions qu'il faut envisager auparavant. On pourrait ajouter donc à ce programme encore plein de thèmes importants dans les sciences, par exemple, pourquoi pas la géologie, l'architecture, la météorologie, que sais-je. On va vous laisser, à partir de ces exemples, extrapoler. Et puis, si vous trouvez des intervenants qui savent narrer, captiver les enfants, alors n'hésitez pas et profitez-en, que ce soit des parents ou des intervenants autres. Ce sera toujours bienvenu pour animer vos séances scientifiques. Encore une fois, il n'y a pas un programme défini, arrêté. Le but n'est pas de tout présenter aux enfants à tout prix, mais de leur donner l'envie, la joie, d'éveiller leur curiosité, de les voir progresser et surtout qu'ils soient acteurs et narrateurs, présentateurs, animateurs de ce qu'ils font, de ce qu'ils découvrent. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette formation, de cette même éducation, on va dire. Alors, je prends 2 minutes pour vous parler du microscope. On recommande effectivement la mise à disposition d'un microscope. Alors là, c'est un numérique. Vous voyez, il y a des outils beaucoup plus modernes qui font surface, qui arrivent maintenant par rapport aux anciens microscopes qu'on a connus avec les lamelles de verre. Donc celui-ci, c'est un Discovery VO VMS004 que j'ai commandé sur Amazon. Et il est relié directement par un port USB à l'ordinateur. Il a un effet grossissant qui est vraiment bluffant et passionnant. Et donc l'enfant peut prendre des photos, les stocker et faire après effectivement de la comparaison, du classement par rapport à ses observations. Alors là, l'ordinateur, oui. Cela, c'est fortement recommandé. Mais au-delà de ça, encore une fois, je ne suis pas pour l'ordinateur à tous les étages, à tous les instants dans une classe. Pour certaines activités, pour certains matériels, oui, mais d'autres, non. Permettons de manipuler, d'observer les enfants, ce qui tente à disparaître. Je voudrais donc appuyer là-dessus. Alors continuons avec la présentation ici d'une étagère. Alors comme les autres thèmes abordés précédemment en français ou en mathématiques, en géométrie, l'essentiel du matériel va se trouver à disposition dans la salle de classe sur des étagères qui sont dédiées à ce thème et qui sont bien classées de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas, pardon, et puis de gauche à droite. Et puis, vous faites tourner en fonction des thèmes, des saisons. Si vous avez trop de matériel, ce qui est souvent le cas en sciences, moi je me suis rendu compte qu'on a beaucoup quand même de matériel, beaucoup de nomenclature, beaucoup parfois de puzzles. Donc si la classe est trop petite, vous pouvez travailler sur l'année, sur la saison et faire entrer du matériel, en sortir d'autres, les ranger au fur et à mesure. Alors si par bonheur, ça peut être aussi le cas,
Vous avez non seulement un spécialiste des sciences, mais aussi une salle, un espace que vous pouvez dédier à l'étude de tout cela. Allez-y, hein, plongez. C'est vraiment un cadeau unique que l'on pourra faire aux enfants. Parce qu'ils se souviendront, ils seront vraiment partie prenante de ces expériences et ça sera beaucoup de joie partagée. La classification animale se trouve mise en évidence par l'intermédiaire, on vient de le dire, des étagères, mais aussi de photos, de posters, de spécimens. À l'extérieur de la classe, vous pouvez aussi avoir, mais attention encore une fois aux lois en vigueur, hein, des petits animaux, un élevage. On en a déjà parlé ou j'en parle quand on aborde le niveau suivant, hein, des adolescents. Il faut enrichir absolument l'école d'un élevage d'animaux, d'un jardin potager, d'un atelier de fabrication à partir du bois, de la poterie. Toutes ces expériences peuvent être évidemment commencées avant l'adolescence et ce sont vraiment des expériences, des possibilités très riches pour les enfants. Parce que, encore une fois, je le répète, certains sont quand même de plus en plus éloignés du monde vivant. Alors, je parlerai de la confiance. C'est important aussi de faire confiance aux enfants sur ce qu'ils vont avoir envie. Peut-être qu'au départ, ils seront intimidés, s'ils n'ont pas l'habitude. Ne les forcez pas, laissez-les petit à petit être motivés, regarder les autres, hein, parce que les sciences, ça peut rebuter, faire peur. Le mot science ou scientifique, dans certaines familles, fait peur. Et donc, on va faire confiance aux enfants qui l'aborderont au moment où ils en auront envie. Suivez donc l'enfant et enrichissez-vous aussi à son contact, parce que c'est lui qui va finalement trouver peut-être quelque chose de très pointu à étudier, et puis vous ne serez encore une fois pas forcément spécialiste, alors eh bien enclenchez cette curiosité avec lui, et puis avancez ensemble, et vous en serez tout aussi joyeux. Le jardin, alors là, c'est vraiment idéal pour que les enfants puissent observer les animaux et les végétaux, en fonction aussi évidemment des saisons. Ils vont aussi voir les conséquences des soins qu'ils vont apporter aux animaux et aux plantes. Encore une fois, si vous n'avez pas de jardin, essayez d'aller dans des parcs. Si ça n'est pas possible, eh bien faites entrer des graines à germer, des plantes d'intérieur dans la classe, dans les salles de classe. Encore une fois, renseignez-vous avant sur ce qui est possible et puis sur la dangerosité éventuelle des plantes que vous introduisez à l'intérieur, mais c'est aussi très riche et très bénéfique parfois à la santé d'avoir des plantes à l'intérieur. En termes de matériel, je répète qu'on a des grandes affiches. Alors là, sur les grandes affiches, moi je recommande de les acheter aux États-Unis. C'est pas grave si c'est en anglais parce que ce sont de nouveaux mots, enfin voilà, ça c'est ma position. C'est aussi parce qu'aux États-Unis, encore une fois, comme ça fait très longtemps que les cursus sont mis en place, les affiches ont été testées, corrigées, retestées, et vous trouverez du matériel qui est bien plus pointu et plus solide même, et qui a été beaucoup plus utilisé par les enfants. Donc tout ce qui est nomenclature affiches, moi je recommande de les acheter aux États-Unis. Je pourrais vous donner des adresses si besoin. Le jardin, c'est aussi, là aussi, on ne l'oublie pas, un lieu de ressourcement pour respirer, pour prendre du soleil, pour s'apaiser, pour se retrouver dans un milieu plus respectueux peut-être, plus naturel. Et on peut aussi y faire des activités. Les enfants en font par eux-mêmes, mais on peut aussi en organiser, et ça c'est très important dans le cursus. Alors bien que l'ordinateur ait une longueur d'avance évidemment en termes de ressources d'information sur les sciences, je recommande fortement l'installation et l'organisation d'une bibliothèque de livres et encyclopédies que vous mettez à disposition des enfants dans la classe, dans le couloir, dans la salle de sciences, comme vous voulez.
C'est très important que les enfants continuent à avoir une relation avec le livre, avec les illustrations, les histoires, les contes. Il y a beaucoup de choses sur les sciences qui sont fabuleuses. Moi, j'ai une bibliothèque murale, monumentale, parce que j'aime aussi beaucoup ça, et on peut y passer du temps, et c'est pas la même chose que s'asseoir devant un ordinateur. Chacun pourra s'installer justement à son bureau et puis amener les livres qu'il a choisis, faire ses recherches personnelles pour après, s'il en a envie, et c'est ce qu'on va mettre aussi de plus en plus en place, j'en ai déjà parlé, c'est le rapport fait à la classe, à l'enseignant, à d'autres classes. Si l'enfant a envie de présenter son travail, on l'encourage et on met en place aussi des moments et des lieux pour l'écouter. Alors le chapitre 1, l'anatomie, sur la connaissance de l'anatomie humaine, j'aurais dû mettre humaine dans le titre. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir, hein, parce qu'il y a toute cette nomenclature des parties, des organes, des parties du corps, intérieur, extérieur. Alors là, j'en ai parlé tout à l'heure, ce matériel de nomenclature, vous pouvez aussi le fabriquer et le faire fabriquer encore mieux par les enfants. Parce que là, ils ramèneront leur propre petit livret à la maison, ils l'utiliseront, ils prendront du temps et il y aura un effet de plaisir et de mémorisation qui opérera. Maria Montessori, là aussi, elle a proposé de présenter le système humain, les systèmes humains en fait, par une allégorie qu'elle a nommée Le Grand Fleuve, qui donc est un dessin de grande affiche et qui est une histoire que l'on raconte aux enfants. C'est important, je l'ai déjà dit, je le répète, on ne lit pas, on la raconte, hein, c'est parfois un peu difficile en tant que nouvel éducateur, mais il faut y parvenir. Donc cette 6e grande leçon, parfois appelée comme ça aussi, nous présente un cerveau en guise de président et des systèmes du corps humain en guise de ministère. Voilà, donc peu à peu, vous allez devenir, vous, éducateur, un narrateur, un raconteur d'histoire. Et donc, les enfants vous poseront des questions et tout le monde aura joie à travailler sur ce domaine ou un autre, parce que chacun devient tour à tour narrateur, acteur dans ses apprentissages. Alors actuellement, étant donné ce qui se passe, il est important de parler des cellules, du virus, de tous ces mots, ADN, ARN. Alors évidemment, nous ne sommes pas des professeurs de biologie, nous n'avons pas étudié, parfois un petit peu, mais pas trop, la biologie. Mais il faut quand même prendre le temps et de s'informer avec les enfants, pour les enfants, parce qu'on peut se faire des fausses idées, nous, en tant qu'adultes. Alors imaginez eux. Ils entendent parler de plein de mots et ils mélangent tout. Et donc c'est important, comme sur d'autres thèmes, par exemple on a déjà parlé de la religion ou des questions importantes sur lesquelles les enfants pourraient croire que, eh bien non, il faut les entendre, entendre leurs questions, et puis sans leur donner vraiment une réponse, hein, évidemment, notre réponse d'ailleurs, il faut leur donner des clés qui peuvent ouvrir des portes de compréhension qui seront les leurs. Le 2e chapitre sur la botanique. Alors là, vous voyez en photo le cahier d'expérience fait avec les plantes. Nous vous avons partagé la liste des expériences que vous allez faire avec des vraies plantes, comme ici à gauche, là, sur la photo. Alors, on peut réaliser les expériences, évidemment, en petits groupes, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 30 plantes et d'en sacrifier bêtement, parce que chacun va faire l'expérience numéro 6 lui-même. J'ai moi-même d'ailleurs été formée aux États-Unis et on m'avait donné une expérience, par exemple l'expérience numéro 9, vous voyez, avec les petites éprouvettes là à faire. Donc j'ai dû la faire chez moi, prendre des notes, des photos et puis la rapporter en grand groupe devant mes collègues. Et puis mes collègues, elles aussi, avaient à faire chacune leur expérience. Donc
Bah, faites la même chose avec les enfants. Vous allez voir, c'est très animé, très vivant et très plaisant. Moi, je l'ai vécu en tant qu'adulte et je l'ai vécu aussi en tant qu'éducatrice avec les enfants. C'est vraiment agréable. L'exploration de la chimie, alors là aussi, ça sera en fonction du matériel que vous aurez, de vos connaissances et puis des opportunités qui, d'une année sur l'autre, apparaîtront dans l'environnement social et culturel. Dans le cursus, nous vous avons suggéré des vidéos, des pistes d'expérience pour la mise en place de découverte de ces principes chimiques. Mais cela se fera encore une fois en fonction des possibilités. Même si le nombre de manipulations chimiques reste minime, ça sera de qualité parce que ça sera ancré dans l'enfant, dans son histoire, dans sa journée et dans son année, et ça restera en mémoire bien plus que toutes les fiches qu'on peut faire, qu'on peut trouver, qui sont souvent assez intéressantes au demeurant, mais c'est pas la même chose que de mettre la main à la pâte, on va en parler tout à l'heure. Moi-même, je me souviens qu'au lycée, comme j'avais pris une option biologie, on avait dû dépecer la pauvre une grenouille durant les cours de biologie. Bon, je me souviens même encore de l'odeur dégagée lorsqu'il avait fallu la faire cuire pour le squelette. Bon, alors effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si je referais ça aux enfants, si je proposerais ça aux enfants, et puis si les lois actuelles le permettent, hein, et encore une fois, si les sensibilités, la mienne et celle des enfants d'ailleurs, me permettraient donc ce genre d'expérience, mais il y en a d'autres. Hein, et bon, là, on est sur un sujet sensible, la dissection des animaux. Renseignez-vous, décidez avant ce qu'on peut faire et ne pas faire. Alors la physique, à ma connaissance, c'est peu abordé dans le cursus Maria Montessori, enfin dans ce qu'elle nous a transmis. Bon, alors qu'elle-même est allée dans un collège, je le rappelle, technique, elle s'est orientée très tôt, elle était intéressée par les mathématiques et la science, mais finalement c'est surtout le monde du vivant qu'elle a étudié en tant que futur médecin et médecin. Et c'est ce qu'elle met en avant dans son plan cosmique, d'ailleurs. Alors, c'est pas grave, parce que en France, on commence... Enfin, on a maintenant... on avait des musées, des expositions vraiment de très bonne qualité, je trouve, et on a de plus en plus l'émergence des musées hands-on, comme on a aux États-Unis, qui favorisent la manipulation, l'accès à des expériences techniques. Et ça, les adultes comme les enfants, on en raffole. On a aussi des sociétés comme Lego, Mécano, d'autres, qui vendent des kits de chimie, de physique, des tas de programmes. Et je le disais que j'allais vous en parler. On a un très bon programme en France qui s'appelle La main à la pâte. Alors, c'était mis en place il y a plusieurs années par un monsieur paternaliste très macho que j'aime moyen, mais le programme lui-même est très intéressant. Vous avez des fiches, vous avez pas mal de potentiel et de ressources pour mettre en place des activités. Alors, des fois, comme vous le voyez sur la photo, il suffit de pas grand-chose dans la classe, des barres, des poulies, comment dire, de la corde, des cordelettes, et les enfants eux-mêmes se lancent dans des expériences physiques. En zoologie, eh bien, Maria Montessori proposait tout un cursus, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle proposait des boîtes chinoises. Alors ça permet de comprendre l'organisation pyramidale des 7 niveaux de la classification des animaux. Bon, il s'est passé récemment quelque chose qui est important de savoir si vous ne le savez pas. Des chercheurs, pas français, mais des chercheurs contemporains ont trouvé malin de remplacer cette classification qui était déjà pas évidente. Moi, j'essayais d'y travailler et d'une encyclopédie à l'autre, c'était jamais la même chose. Bon, peu importe, on avait quand même des bases et on pouvait justement se référer à ce qu'on voyait par rapport aux animaux, ce qu'ils n'avaient ou n'avaient pas. Alors, cette classification qui vient sans doute de Darwin a été balayée depuis peu par une nouvelle classification qui s'appelle la classification phylogénétique.
On l'aborde dans le module, vous le verrez. Mais la conséquence importante, c'est que cette classification ne se fait plus par rapport à ce qu'on voit d'un animal, sa description physique, on va dire. Elle se fait par rapport au codage, à son ADN. Et là, nous, on est complètement incompétents. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, d'ailleurs les enfants non plus. On s'en remet complètement à ce que les chercheurs nous annoncent. Alors, sur ce sujet, moi, je vous laisse prendre votre position. Alors, il faut essayer, comme je viens de le faire, il faut en parler. Mais moi, je suis restée quand même sur l'étude de quelque chose de moins moderne et plus organisé. C'est l'ancienne classification. C'est la démarche que j'ai adoptée aussi concernant le déterminant en grammaire française. Et donc, là, étant donné que Maria n'a pas connu ni le déterminant ni la phylogénétique, on n'est pas obligé d'en parler. Et moi, je ne vais pas vous forcer aussi à l'étudier. Mais en revanche, je vous propose les choses qui existaient. Alors, en conclusion, j'espère que cette introduction sur les sciences vous a mise en appétit et que vous avez hâte de découvrir comment la famille Montessori, Mario et Maria souhaitait inviter les enfants à la découverte des sciences. Et je n'oublierai pas de vous mentionner que la science la plus importante pour eux deux, c'était celle de la paix. Alors, encore une fois, cultivez la zénitude, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo rigolote là, d'un squelette qui est en position de yoga. Là. Soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les enfants. Rappelez-vous qu'on ne devient pas un éducateur Montessori en quelques mois et que les enfants et notre pratique quotidienne vont nous aider à progresser. Nous vous souhaitons une belle découverte des chapitres sur les sciences que nous avons fait le choix de partager avec vous dans cette formation.